La nuit dernière, à 2h47, heure locale, le 3 avril 2026, le ciel au-dessus de Haïfa s'est transformé en cauchemar. Un cauchemar auquel le réseau israélien de défense aérienne, fort de 10 milliards de dollars, n'avait jamais été conçu pour faire face. Des missiles balistiques iraniens équipés d'ogives à sous-munitions ont percé simultanément le dôme de fer, la fronde de David et les systèmes Arrow. Pas un missile, pas 5, mais plusieurs salves transportant des armes interdites par le droit international, et l'Iran n'en a cure. Des dizaines de sous-munitions se sont dispersées dans des quartiers résidentiels de Kiryat Ata, des civils ont été blessés et des infrastructures ont été détruites. Et le plus terrifiant, l'architecture défensive israélienne, le système censé protéger 9 millions de personnes, n'a pas pu arrêter ce qui tombait du ciel. La nuit dernière, à Haïfa, nous avons vu exactement ce qui se produit lorsque les chiffres cessent de s'additionner. Les systèmes d'armes comptent. Les ratios de coûts comptent. Et au bout du compte, on comprend pourquoi l'establishment militaire israélien est aujourd'hui terrifié. Vers 2h47, le 3 avril, les systèmes israéliens d'alerte précoce ont détecté plusieurs lancements de missiles balistiques depuis l'ouest de l'Iran. Les calculs de trajectoire sont tombés immédiatement. La cible était la baie de Haïfa et la région voisine de Kiryat Ata dans le nord d'Israël. Haïfa n'est pas une ville comme les autres, c'est le troisième centre urbain d'Israël avec une population de plus de 285 000 habitants. Elle abrite la raffinerie de pétrole de Haïfa, l'une des deux seules installations de traitement du carburant de tout le pays. C'est un grand port qui traite 26 millions de tonnes de marchandises par an et elle se situe à moins de 30 km de la frontière libanaise, ce qui lui donne une importance stratégique majeure dans tout scénario de défense du Nord. Les missiles tirés sur Haïfa étaient des missiles balistiques de moyenne portée Khaybar Shekan. Ce système d'armes est essentiel car comprendre ce que l'Iran a tiré, c'est comprendre pourquoi les défenses israéliennes n'ont pas pu faire face. Le Khaybar Shekan, également désigné dans certains rapports sous le nom de Khorramshahr, est un missile balistique à carburant solide de troisième génération exploité par la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique. Il mesure 11, 4 m de long pour un diamètre de 0, 66 m. Son poids au lancement se situe entre 4, 5 et 6, 3 tonnes. Sa portée officielle est de 1450 km, largement suffisante pour atteindre n'importe quel point d'Israël depuis des positions de tir à l'intérieur de l'Iran. Mais la portée n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'ogive. Les missiles de la nuit dernière n'emportaient pas d'ogive conventionnelle à impact unique. Ils transportaient des armes à sous-munitions. Il faut expliquer concrètement ce que cela signifie. Un missile balistique conventionnel emporte une grosse ogive qui explose à l'impact. Les dégâts sont concentrés, intenses, mais concentrés. Une ogive à sous-munitions est différente. Au lieu d'une seule ogive, le missile transporte des dizaines de sous-munitions plus petites, des bombettes qui se dispersent pendant la descente. À mesure que le missile approche de sa cible, l'enveloppe de l'ogive s'ouvre à environ 7 km d'altitude. Ce qui était un seul objet suivi par les radars israéliens devient soudain 20 objets distincts, chacun transportant environ 2-5 kg d'explosifs puissants et se dispersant sur une zone pouvant couvrir plusieurs centaines de mètres. C'est là que l'architecture défensive israélienne se heurte à un problème qu'elle n'a jamais été conçue pour résoudre. Le dôme de fer, la fronde de David et les systèmes Arrow sont tous conçus pour suivre un objet et en détruire un seul. Ils calculent la trajectoire d'une menace entrante, unique, lancent un intercepteur et détruisent cette menace avant l'impact. Mais que se passe-t-il lorsqu'un missile devient 20 bombettes en plein vol ? L'intercepteur est déjà engagé. Il a déjà été lancé sur la base de la trajectoire du corps initial du missile. Si l'interception se produit après l'ouverture de l'ogive à sous-munitions, on détruit une coque vide pendant que 20 sous-munitions explosives continuent de tomber, sans guidage, sans propulsion, sous le seul effet de la gravité et de l'élan. Israël ne peut pas intercepter 20 objets distincts en chute libre issus d'un seul tir. Le système n'en a pas la capacité. Et même s'il l'avait, l'équation des coûts deviendrait immédiatement intenable.
Chaque intercepteur Arrow coûte environ 3 millions de dollars. Et chaque intercepteur de la Fronde de David coûte autour d'1 million de dollars. Si il faut tirer plusieurs intercepteurs contre plusieurs sous-munitions issus d'un seul missile iranien, coûtant 200 000 dollars à produire, cela revient à dépenser 10 millions de dollars pour se défendre contre une arme de 200 000 dollars. Cette arithmétique s'effondre très vite. Parlons maintenant de ce qui s'est passé au sol à Kiryat Atta. Kiryat Atta est une ville d'environ 60 000 habitants située juste à l'est de Haïfa. Elle est principalement résidentielle avec quelques zones industrielles légères. Quand les bombettes ont commencé à frapper, elles n'ont pas touché un seul bâtiment. Elles ont frappé tout ce qui se trouvait dans leur rayon de dispersion. Des images vérifiées de la scène montrent plusieurs cratères d'impact dispersés dans des rues résidentielles, des vitres soufflées dans des immeubles d'habitation, des véhicules en feu et des infrastructures endommagées, notamment des lignes électriques et des conduites d'eau. Les services d'urgence israéliens ont signalé plusieurs victimes civiles. Le nombre exact n'a pas été officiellement publié, mais des témoignages et des sources hospitalières font état d'au moins une douzaine de blessés, dont plusieurs dans un état critique. Voilà ce que font les armes à sous-munitions. Elles ne détruisent pas une seule cible avec précision, elles saturent une zone d'explosion, et lorsque cette zone est un quartier résidentiel, le résultat, ce sont des victimes civiles. Mais ce qui rend l'attaque de la nuit dernière encore plus significative, c'est que ce n'était pas la première fois que l'Iran utilisait des ogives à sous-munitions contre des villes israéliennes. Pendant la guerre de 12 jours de juin 2025, l'Iran a déployé des armes à sous-munitions contre le centre d'Israël. Ce qui a changé, c'est la fréquence et le ciblage. En juin, les attaques à sous-munitions étaient occasionnelles. Désormais, elles sont devenues routinières. La nuit dernière, l'Iran a délibérément visé des villes du nord d'Israël et non des installations militaires. Le message est clair. L'Iran est prêt à employer des armes interdites contre des centres de population civile, et les systèmes de défense israéliens ne peuvent pas les arrêter efficacement. Prenons maintenant un peu de recul et regardons le tableau opérationnel dans son ensemble, car Haïfa n'a pas été frappé isolément. Selon des déclarations du corps des gardiens de la révolution islamique publiées dans les heures ayant suivi l'attaque, la salve de la nuit dernière s'inscrivait dans le cadre de l'opération True Promise 4, la campagne de représailles en cours lancée par l'Iran, après les frappes conjointes américano-israéliennes sur le territoire iranien, commencées le 28 février 2026. Au 3 avril, l'Iran affirme avoir mené plus de 30 vagues distinctes d'opérations combinées de missiles et de drones. Le corps des gardiens de la révolution islamique dit avoir lancé plus de 600 missiles balistiques et plus de 2600 sorties de drones depuis le début du conflit. Ce sont des chiffres iraniens et ils soulèvent toutes les questions de fiabilité propres à la propagande de guerre. Mais des vérifications indépendantes, à partir d'images satellites, de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et de reconnaissances israéliennes, confirment que l'Iran maintient depuis plus d'un mois une campagne de missiles à très haute intensité. C'est ce rythme qui épuise les stocks d'intercepteurs israéliens. Pendant la guerre de juin 2025, un conflit de 12 jours, les États-Unis auraient consommé environ 25% de l'ensemble de leur stock d'intercepteurs THAAD pour défendre Israël. Dans le conflit actuel, nous sommes au 34e jour et le rythme des missiles n'a pas diminué. Au contraire, il semble s'être accéléré. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré publiquement que l'Iran produisait environ 100 missiles balistiques par mois. Il a ensuite reconnu que les États-Unis pouvaient fabriquer environ 6 à 7 intercepteurs par mois. Relisez cela, 100 missiles produits contre 6 intercepteurs. Cela donne un ratio de production de 15 contre 1 en faveur de l'attaquant. La production nationale israélienne d'intercepteurs apporte une capacité supplémentaire, mais pas suffisamment pour combler cet écart. L'équation est intenable et l'écart de coût l'aggrave encore. Chaque missile iranien Shaybar Shekan coûte entre 200 000 et 500 000 dollars à fabriquer. Chaque intercepteur Arrow coûte 3 millions de dollars. Chaque intercepteur de la Fronde de David coûte 1 million de dollars. Israël dépense 5 à 10 fois plus par engagement que l'Iran. Dans une guerre d'usure, cette arithmétique garantit que le défenseur fera faillite avant que l'attaquant ne manque d'armes. Aucune fanfaronnade à la Trump ne transformera 6 intercepteurs en 100 missiles. Or, voici la partie qui devrait terrifier les planificateurs de la défense israélienne.
Le taux d'interception est en baisse. Au début de ce conflit, Israël revendiquait des taux d'interception supérieurs à 90%. À la mi-mars, des analystes indépendants estimaient que ce taux était tombé entre 70% et 85%. Après l'attaque de la nuit dernière sur Haïfa, ce taux semble avoir encore reculé. Plusieurs sous-munitions ont atteint le sol. Cela signifie que les interceptions ont soit totalement échoué, soit eu lieu trop tard, après l'ouverture des ogives à sous-munitions. Il faut parler de ce que cela signifie sur le plan stratégique, car nous sommes arrivés à un point du conflit où la soutenabilité de la défense devient la question centrale. Le réseau israélien de défense aérienne multicouche est le plus sophistiqué du monde. Il intègre le dôme de fer pour les menaces de courte portée, la fronde de David pour les menaces de moyenne portée et Arrow pour les missiles balistiques de longue portée. Les États-Unis ont déployé des batteries THAAD pour renforcer les capacités israéliennes. Sur le papier, le système devrait être capable de faire face à des attaques de missiles soutenus. Mais la théorie et la réalité divergent. Le système a été conçu pour intercepter des missiles suivant des trajectoires balistiques prévisibles. Les ogives à sous-munitions changent cette équation. Elles transforment un seul objet traçable en dizaines de sous-munitions non guidées qui saturent la couverture défensive. Et l'Iran le sait. Le passage délibéré aux armes à sous-munitions dans les attaques récentes n'a rien d'aléatoire. C'est l'exploitation calculée d'une vulnérabilité systémique. Se pose aussi la question des stocks d'intercepteurs. Israël ne révèle pas publiquement combien d'intercepteurs Arrow et Fronde de David il possède en réserve. Avant cette guerre, les estimations des analystes de défense situaient le total des intercepteurs Arrow entre 200 et 400. Si Israël a tiré en moyenne 20 à 30 intercepteurs par jour pendant 34 jours, cela représente entre 680 et 1,020 intercepteurs consommés. Même en tenant compte du réapprovisionnement américain, ces chiffres suggèrent qu'Israël a largement entamé ses réserves stratégiques et le réapprovisionnement est contraint. Les États-Unis ne peuvent pas produire des intercepteurs assez vite pour remplacer ce qui est utilisé. Des industriels américains de la défense ont publiquement affirmé que l'augmentation de la production d'intercepteurs exige des années de délai et des milliards d'investissements. On ne peut pas simplement mettre une usine en marche et commencer à produire des intercepteurs Arrow du jour au lendemain. La chaîne d'approvisionnement est complexe, les composants sont spécialisés et les capacités de fabrication sont limitées. Pendant ce temps, l'Iran continue de tirer. Le rythme de production de 100 missiles par mois, cité par Rubio, suggère que l'Iran a lancé bien plus de 3000 missiles depuis la fin février, si l'on inclut les drones et les missiles de croisière dans ce total. Et les tirs continuent. L'attaque de la nuit dernière sur Haïfa prouve que le rythme opérationnel n'a pas ralenti. Il faut maintenant aborder la dimension du droit international, car elle compte même en l'absence de mise en œuvre. Les armes à sous-munitions sont interdites par la Convention sur les armes à sous-munitions de 2008. Plus de 110 pays ont signé ce traité. Cette interdiction existe parce que les armes à sous-munitions causent des dommages humanitaires inacceptables. Les sous-munitions qui n'explosent pas à l'impact deviennent de fait des mines terrestres. Elles restent dans les champs, sur les trottoirs et dans les parcs, en attendant que quelqu'un les touche. Les enfants sont particulièrement vulnérables parce que ces bombettes sont petites et peuvent être prises pour des débris ou des jouets. Human Rights Watch a documenté des contaminations par armes sous munitions issues de conflits vieux de plusieurs décennies qui continuent encore aujourd'hui de faire des victimes. Au Laos, des bombettes non explosées datant de la guerre du Vietnam continuent de tuer des gens 50 ans après la fin du conflit. Voilà pourquoi la communauté internationale les a interdites. Et voilà pourquoi l'utilisation par l'Iran d'ogives à sous-munitions contre des villes israéliennes est considérée comme un crime de guerre au regard du droit international humanitaire. Mais il y a ici une complication. Ni l'Iran, ni Israël, ni les États-Unis n'ont signé la Convention sur les armes à sous-munitions. Les trois pays ont déjà utilisé des armes à sous-munitions dans des conflits antérieurs. Israël en a utilisé au Liban en 2006. Les États-Unis en ont utilisé en Irak et en Afghanistan. Ainsi,
Lorsque l'Iran y a recours aujourd'hui, l'indignation morale est réelle, mais la base juridique reste floue. Aucun État signataire de la Convention n'utilise d'armes interdites puisque aucun de ces pays n'a signé le texte au départ. Alors où en sommes-nous ? Le 3 avril 2026, aux 34 jours d'un conflit dont aucun camp n'a défini la sortie, l'Iran tire des ogives à sous-munitions sur des villes israéliennes. Les défenses israéliennes en interceptent une partie, mais pas toutes. Des civils sont blessés, des infrastructures sont endommagées, les stocks d'intercepteurs s'épuisent, la production ne suit pas le rythme de la consommation. Et la question fondamentale reste sans réponse. Que se passe-t-il si Israël manque d'intercepteurs avant que l'Iran ne manque de missiles ? La nuit dernière à Haïfa, nous avons vu à quoi ressemble une défaillance défensive partielle. Pas un effondrement total, mais suffisamment de fuites pour provoquer des victimes et des dégâts. Dans une guerre d'usure, l'échec partiel s'accumule. Jour après jour, semaine après semaine, le pourcentage qui passe finit par compter. Et le coup pour arrêter ce qui ne passe pas ruine le défenseur. Le récit dominant montre des images d'interception et parle de victoire. Il ne montre pas les sous-munitions dispersées à travers Kiryat Ata. Il n'explique pas pourquoi les ogives à sous-munitions déjouent précisément l'architecture défensive israélienne. Il ne fait pas le calcul de production qui montre 100 missiles fabriqués pour 6 intercepteurs construits. Il ne dit pas que le droit international interdit ces armes et que l'Iran les utilise quand même. L'Iran vient de frapper Haïfa avec des bombes à sous-munitions. Le dôme de fer israélien a été débordé. Le taux d'interception baisse. Les stocks d'intercepteurs s'épuisent et nous ne sommes qu'aux 34 jours d'un conflit sans stratégie de sortie définie. C'est pas une guerre qu'Israël est en train de gagner. C'est une guerre dans laquelle les chiffres jouent contre le défenseur et les chiffres ne négocient pas. Il se contente de calculer l'issue inévitable. La question centrale est donc de savoir si les défenses aériennes israéliennes peuvent tenir ce rythme pendant encore un mois, ou si nous assistons à l'effondrement progressif d'une architecture défensive sous pression constante. Les chiffres racontent une histoire, les déclarations officielles en racontent une autre. Une conférence de presse pro-Trump peut étirer le récit, mais elle ne peut pas étirer un stock d'intercepteurs.